Un couple de poules d'eau peut avoir jusqu'à 4 couvées chaque année, de mai à septembre. Les jeunes de la première couvée aident leurs parents à élever ceux de la seconde. Les poussins ont une zone de peau rouge sur la tête. Ils sont nourris par les parents jusqu'à ce qu'ils apprennent à trouver leur nourriture seuls, soit environ 2 semaines. Enfin il est là, mon oiseau, le martin pêcheur d'Europe. Malheureusement pour moi, trop de lumière. J'ai revu le bel oiseau, et comme à chaque fois, j'en suis ému. Cette fois-ci, ce n'est pas un éclair azuré, une fulgurance turquoise, non. Il est là, tranquillement posé sur une branche, surplombant l'eau, à quelques 10 mètres de moi seulement. Il me permet ainsi d'admirer à loisir son plumage irisé, couleur du temps. Moment de grâce qui soigne les bleus à l'âme. Je reste immobile pour ne pas l'effrayer. Quelle beauté ce martin pêcheur, avec son habit bigarré. Il rivalise facilement avec tous les oiseaux tropicaux. C'est un beau mâle. Un indice pour les reconnaître, le bec est intégralement noir chez le mâle, alors que la base de la mandibule inférieure est orange chez la femelle. On le rencontre au bord des eaux calmes, propres et peu profondes, plutôt en des lieux abrités du vent. Son existence reposant sur la capture de poissons en nombre suffisant, le martin pêcheur doit disposer d'une eau pure et poissonneuse. Les rives, pourvues d'arbres et de poteaux, utilisées comme des perchoirs, sont appréciées. L'eau doit rester assez claire pour un bon repérage des proies. Les adultes sont sédentaires si le climat le permet, mais les jeunes se déplacent parfois loin. Malgré ses vives couleurs, le martin pêcheur n'est pas facile à voir. Les couleurs métalliques de ses faces supérieures constituent en effet un excellent camouflage lorsqu'il file au ras de l'eau sur ses courtes ailes vibrantes. Heureusement, il pousse des cris distinctifs émis surtout en plein vol, ce qui permet de le repérer. Ces sifflements métalliques et aigus ne ressemblent à aucun autre. L'essentiel du menu du martin pêcheur est composé de petits poissons, tels que les vairons, épinoches et autres, jusqu'à 125 mm. L'oiseau guette ses proies d'un perchoir n'excédant pas 3 mètres. Ou bien, il pratique le vol stationnaire. La proie repérée, il plonge presque verticalement, les ailes allongées vers l'arrière. Saisissant fermement le poisson dans son bec puissant, l'oiseau bat des ailes pour remonter à la surface, puis regagne son perchoir. Là, il frappe violemment sa victime contre une branche pour l'assommer avant de l'avaler.
Je ne le quittais pas des yeux quand soudain, il s'envola, traversa le plan d'eau, telle une flèche, et disparut dans les frondaisons de notre berge. Merci, petit, pensai-je, et au plaisir de te revoir. Nous retrouvons enfin M. Hervé qui enlève les mauvaises herbes. Pour ses 81 ans, il a l'air en forme. C'est les nourriciers qui m'emmerdent, qui sont malades là. Ah, ça va peut-être leur passer dessus. Le châtelain qui travaille. Ouais. Faut bien entretenir les vieilles pierres. Hein. Vous savez faire tout ça? Parce que je n'oserais pas tailler moi. Ça, tout un art, hein? Oh non, c'est pas un art, c'est pour... Comme c'est pour faire de la haie, il faut les... Ah d'accord, oui, oui, oui. Magnifique le décor. Magnifique le décor en plus. Ah bah là, ouais, ça c'est... Par contre, il y a dans la touffe, par exemple, vous allez avoir... J'ai vu que vous avez mis une petite feuille à l'entrée pour si les gens veulent visiter le jardin. C'est comment? Ah, c'est Florent. Mais on va faire des visites. Parce que je vais faire de la pub pour le restaurant et au plan Guenoise, avec une autorisation de venir aux champignons et puis éventuellement des chanteils. D'accord. Là, il manque un petit panneau quand même à l'entrée là, enfin à l'entrée, sur la route. Ah oui, mais pour l'instant, non seulement ça, mais si je fais de la visite autorisée, ouais, je vais fermer. Il faudra téléphoner pour rentrer. D'accord. Autrement, ça ne me sert à rien. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Il y en a qui va venir et va dire, oh, tu peux y aller comme tu veux, il n'y a personne. Mais c'est pour éventuellement faire marcher un petit peu le restaurant. Sans Benoît, parce que c'est dur. Super le décor, je radote. Bon, hein. Super, avec vous avec en plus. Ah oui. Ah, Allez, une belle plante. Celui-là, un des plus beaux. Là. Ah ouais, les couleurs là, avec du jaune au bout. Ouais. De soleil. Ouais, ça fait magnifique ça. C'est mieux que les roses quand même. Hein. Ouais. Eh oui, De... ces dahlias sont magnifiques. Puis il écrit bien, Florent. Le dahlia est originaire des régions chaudes du Mexique, d'Amérique centrale ainsi que de la Colombie. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein, les Aztèques utilisaient cette plante quotidiennement. Ouais. Aujourd'hui commercialisé pour ses qualités ornementales, le dahlia compte plus de 40 000 variétés hybrides. Les fleurs, aux formes et aux dimensions variées, sont de tous les coloris, sauf le bleu. J'ai compris. Hein. Il devait être 40 et ils étaient... Vous m'avez dit. J'ai vu après l'article est toujours sur internet, hein, la photo que vous êtes dessus là. Ouais. Alors, vous verrez un peu parce que... Une chair qui ne servira à rien, le propénant. Pour moi, peut-être un jour mes enfants, mes petits-enfants s'ils veulent, je m'en fous. Mais c'est parce que j'aime faire des travaux. Je sais. Et à Planguenoil, vous faites la même chose? Au Planguenoil,
Non, mais le jardin. Ah, Oui. Je fais des légumes. Enfin, il y en a moins, mais... 3-4 000 mètres carrés de légumes, ouais, mais de légumes. Ah oui, d'accord. C'est beaucoup de travail aussi. Ah oui, oui, et la terre est basse. Hein. Oh, bah, ça me dérange pas. Je peux être à faire du binage au ras de terre toutes des heures entières, ça ne me dérange pas du tout. On a un beau aussi, tiens. Ouais. Ils ont un beau feuillage, on voit qu'ils n'ont pas souffert. Quand on voit un qui est un peu spécial, lui. Bizarre, lui. Il a beaucoup de feuillage. Pas beaucoup de fleurs. Je vais essayer quelques bras, mais peut-être on va trouver une vitesse. Deux, trois petites boutures qu'il y avait il y a 3 ans. Là. Ça c'est le vanille-fraise. Vanille-fraise. Ouais. Ça ressemble un petit peu à l'hortensia. Enfin, Oui, c'est la même famille, c'est un hortensia. Hein. Ah, d'accord. C'est une variété d'hortensia. C'est la variété qui s'appelle vanille-fraise. Oh, c'est bien, mais pas dans un massif comme ça. C'est trop, il est mal équilibré maintenant. Monsieur Hervé nous emmène à l'intérieur de son château. C'est un privilège. Peu de personnes l'ont visité. Regardez, admirez. Je voulais mettre des herbes aromatiques là, pour le restaurant éventuellement. À l'Orge, tout est énorme. 4000 mètres carrés de surface. 8000 mètres carrés de plancher classé. Des plinthes et des moulures au kilomètre. Des pièces longues, larges, hautes. Le défi est à la mesure de l'appétit de cette force de la nature. Je sais que c'est un gouffre, mais je m'amuse bien. Je veux y faire le plus bel hôtel du département, proclame Joseph Hervé. Il n'y aura que 28 chambres sur une pareille surface. C'est le problème avec ces châteaux. Si c'était à refaire, je serais architecte. J'adore ça. Sa masse imposante et les larges perspectives du domaine en font l'une des plus vastes propriétés des Côtes-d'Armor. Construit entre 1721 et 1740 par Guy Nicolas de Durfort, duc de Lorge, grand seigneur au train de vie somptueux, la famille Choiseul-Praslin